Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Voici ma nouvelle vidéo qui va traiter de la chasse et que je fais dans un contexte très différent de la précédente puisque j'étais dans une végétation luxuriante sur l'île de Flores en Indonésie et me voici dans l'est de la Turquie, dans la ville de Van, dans une région donc sèche, aride, bien loin des forêts indonésiennes. Ça fait une semaine que je suis ici et tout se passe bien pour l'instant. Je n'ai pas de problème ni de difficultés particulières à vous raconter. Si ce n'est que trouver un endroit silencieux, vu que je suis installé en ville, pour faire la vidéo est un peu compliqué. Donc je me suis installé presque au sommet de la colline rocheuse d'où j'ai pris les photos de certaines fiches récentes, comme la citelle de Neumayer, qu'on entendra peut-être pendant la vidéo, le martinet à ventre blanc, l'hirondelle de rocher, et d'autres. Je ne devais pas m'interrompre pour les oiseaux, puisque dans la précédente, plusieurs personnes m'ont dit que ça déconcentrait par rapport au sujet dont il était question. Alors pourquoi parler de la chasse ? Eh bien, tout d'abord parce que je n'ai jamais fait de vidéo sur la question, alors que je publie des articles depuis des années, bien avant l'existence de mes sites internet. Je publiais sur la chasse, et parce que le sujet est d'actualité, suite à la publication d'un livre du président de la Fédération des chasseurs en France, et de la préface en particulier du ministre de la Justice. Et donc ça fait polémique sur leur avis très tranché pour la chasse et contre les écologistes. Et je vois des débats, je vois des discussions sur les réseaux sociaux, des polémiques, etc. Classique. Et je vois surtout que les arguments utilisés par les uns et les autres sont très souvent mauvais. Les chasseurs reprochent aux anti-chasses de ne pas connaître la nature, et donc de faire de la sensiblerie par rapport aux animaux, alors qu'eux-mêmes mangent de la viande qui vient du commerce, d'animaux qui sont certainement en moins bonne santé, donc de moins bonne qualité entre les guillemets par rapport à la consommation, qui ont reçu des antibiotiques, qui ont été enfermés toute leur vie, bref, finalement de faire pire que les chasseurs eux-mêmes. Et sur ce point, les chasseurs ont raison. Et c'est d'ailleurs un des gros problèmes de la polémique actuelle sur la chasse, c'est que entre 60 et 80% des Français sont contre la chasse, sont pour l'abolition de la chasse, selon les sondages d'instituts officiels et ensuite des différents médias qui veulent faire des petits sondages qui sont moins scientifiques mais qui donnent quand même un ordre de grandeur. Eh bien on est dans cette fourchette de 60 à 80% des Français qui veulent bannir la chasse. Mais de ces 60 à 80%, l'énorme majorité, plus de 90% d'entre eux, consomment de la viande, et cette consommation de viande tue plus d'animaux que ce que font les chasseurs, détruisent plus la biodiversité et les populations d'animaux sauvages que ce que font les chasseurs, et de fait est certainement plus nocive à la santé qu'un gibier, je reprends le terme des chasseurs. Je ne parle pas bien sûr d'un animal qui aurait été introduit, élevé puis lâché dans la nature, ça c'est évidemment ridicule, mais un animal sauvage qui a eu une vie normale, qui se voit interrompu donc par un coup de feu, qui dans l'ensemble a une meilleure vie qu'un animal d'élevage et a moins souffert évidemment qu'un animal d'élevage. Donc sur ce point, les chasseurs ont raison et les anti-chasses qui reprochent aux chasseurs de tuer des animaux alors qu'eux-mêmes en tuent via leur consommation de viande et de produits carnés sont totalement incohérents et inaudibles. Et de commencer avec un mauvais argument, évidemment, rend les débats constructifs bien difficiles. Maintenant, il n'y a pas que les anti-chasses qui ont des arguments incohérents. Il y a des gens qui sont contre la chasse, non pas pour les animaux, mais pour le dérangement, le bruit, les dangers, il y a des accidents de chasse, etc. Et les chasseurs répondent oui, mais si nous n'étions pas là, il y aurait encore plus d'accidents parce que les sangliers sont trop nombreux, ils feraient des accidents de la route, et puis ça fait tellement de dégâts dans les cultures, il faut bien réguler. Et les anti-chasses, dont les chasseurs reprochent leur méconnaissance de la nature, vont dire la nature s'est régulée depuis des millions d'années sans vous. Sur ce point, ils ont raison. Et les chasseurs rétorquent oui, mais écoutez bien, il y a des surpopulations parce que les prédateurs ont disparu. Alors bon, on va dire les prédateurs, ils ont disparu à cause des chasseurs. On laisse ça de côté, c'est faux. Les surpopulations de sangliers, je ne sais pas moi, de goélands, de choucas, de corbeaux-freux, de tout ce qu'on estime en surpopulation, en fait.
il n'y a aucun lien entre ces populations abondantes et l'absence de prédateurs. Donc, l'argument des chasseurs est totalement faux sur ce point. Alors, je ne vais pas m'y étendre parce que je l'ai déjà démontré dans un premier article, que je vous montre à l'écran, dont évidemment le lien sera en description comme d'habitude. J'ai vulgarisé, simplifié dans un deuxième article. Et dans un troisième article, je ne parle pas de chasse, je parle d'agriculture, mais c'est l'agriculture qui est principale responsable des surpopulations. Et j'explique pourquoi ces surpopulations sont inéluctables tant qu'on ne change pas de pratique agricole. Donc, ce que je suis en train de dire, pour faire très court et très simple, parce que je ne veux pas être redondant sur des sujets que j'ai déjà largement traités dans des documents qui ont été plébiscités et confirmés par de nombreux lecteurs. Très simple, vous prenez un couteau, vous le mettez dans votre jambe. Ça fait mal. Vous allez chez le docteur et vous dites « Docteur, j'ai mal ». Qu'est-ce qu'il va faire le docteur ? Il va vous dire, il faut retirer le couteau pour que la plaie puisse se refermer. Alors éventuellement, on va aider le corps à éviter une infection, etc. Mais il faut que la plaie se referme. Vous dites, ah non, on ne peut pas retirer le couteau. Je veux un désinfectant, je veux un antidouleur, mais on ne peut pas retirer le couteau. Ça n'a pas de sens, vous êtes bien d'accord. Alors oui, bien sûr, vous allez prendre l'antidouleur, vous aurez moins mal. Mais vous n'avez absolument pas réglé le problème. C'est exactement ce qui se passe quand on tue les animaux en surpopulation dans les cultures. On ne règle pas le problème. Un autre animal prendra sa place et on devra constamment lutter contre l'arrivée des populations animales puisque le déséquilibre, il ne vient pas des relations entre les animaux, par exemple les proies et les prédateurs, il vient de nos pratiques agricoles. Donc l'argument régulation n'a aucun sens. Bon. Donc on voit que le débat commence mal puisque les arguments que je viens de vous donner sont les plus habituels et des deux côtés c'est faux. C'est incohérent, l'un est incohérent et l'autre est faux. Si vous faites partie de la minorité qui ne consomme aucun produit animal, qui refuse de mettre à mort un animal, que ce soit pour manger, que ce soit pour porter sa fourrure, son cuir, etc., alors vous êtes cohérent de dire je ne veux pas de chasse non plus. Mais là c'est un autre débat. C'est un débat sur nos relations aux animaux de façon générale et pas seulement la chasse. Et je laisse ce sujet pour une prochaine vidéo. Je sais que je l'ai déjà promis plusieurs fois, mais les circonstances de la vie me retardent. J'ai d'ailleurs beaucoup de publications en retard, beaucoup d'autres publications. Mais je le ferai bientôt parce que j'ai bien ces idées en tête. Et donc je vous promets, avant la fin de l'année, je vais aborder ce sujet, sauf si vraiment il y a de nouveau un très gros problème. J'espère pouvoir passer 3 mois en Turquie sans difficulté particulière. Bon. Finalement, qu'est-ce qui nous reste comme argument ? Alors, il y a un argument des chasseurs, qui est un argument vraiment très léger, qu'on utilise quand on ne sait pas quoi dire, c'est de dire « l'homme a toujours chassé ». Bon, alors déjà, c'est faux, parce que « toujours », ça ne veut rien dire. Alors, ils disent « oui, mais depuis que l'homme est homme ». Bon, alors, depuis que l'homme est homo sapiens, peut-être qu'on a toujours chassé, au moins ponctuellement, c'est possible, mais en aucun cas, c'est un argument. Depuis que l'homme est homo sapiens, il fait la guerre. Bon. Est-ce qu'il faut vraiment continuer à faire la guerre pour autant ? Depuis que l'homme est homo sapiens, les hommes mâles violent les femelles, les femmes. Aucun pays du monde, aucune culture a réussi à éradiquer ce problème. Est-ce que c'est une raison pour arrêter de se battre contre ? Je ne crois pas. Donc, pour une amélioration éthique, morale, diraient certains, on peut changer de comportement. On l'a fait. L'utilisation, par exemple, d'esclaves est aussi ancestrale. Je ne sais pas depuis quand ça dure, mais on voit bien dans la Bible, encore dans le Coran, etc., dans ces livres où, malgré une éducation en message divin ou prétendument divin de respect, on parle toujours de maîtres et de domestiques, d'esclaves, etc. C'est la norme. Bon, ben heureusement, la norme a changé. Bon, ben voilà, il y a des normes qui peuvent changer. Donc, l'argument de la tradition, de l'habitude, on a toujours fait ça, etc., c'est un argument qui ne tient pas. Bon, on sait bien que c'est un argument léger, mais il n'a vraiment aucun sens. Donc, finalement, je me retrouve dans un débat où, pour l'instant, à ce stade, il n'y a presque pas d'argument, à part celui où on est dérangé par le bruit, etc. Mais enfin, encore une fois, c'est des arguments relativement superficiels. Ici, je vais vous parler d'un regard sur la chasse et sur son impact sur les animaux, son vrai impact sur les animaux, et ce que cela implique pour le futur des populations. Donc, si vous êtes contre la chasse parce que vous estimez qu'on ne peut pas tuer un individu, la nuance est extrêmement importante. D'accord ? C'est cohérent, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. D'ailleurs, c'est très difficile à concilier. Certains pensent qu'on peut tuer des individus, d'autres pas, et on n'a pas beaucoup d'arguments scientifiques dans un sens ou dans l'autre. Par contre, ici, on va bien parler des populations. J'insiste que ce genre de nuance est souvent
absolument ignorée, et ça rend encore une fois les débats inaudibles. Par exemple, et ça c'est vraiment très très important ce que je vais vous dire, beaucoup de gens, que ce soit chez les chasseurs, mais encore plus chez les non-chasseurs et les anti-chasses, confondent, écoutez bien, la mortalité et l'impact sur les populations. Alors j'en ai déjà parlé sur une vidéo qui concerne les chats domestiques, mais je reviens à la charge, parce que je vois que malgré ma vidéo, dans mon public, il y a encore des gens qui ne comprennent pas bien la nuance. Alors, je vais vous démontrer quelque chose que vous allez comprendre très vite. J'espère qu'avec cet exemple, il n'y aura plus jamais de malentendu. Vous pouvez éteindre une population, éradiquer une espèce, sans tuer un seul individu. Je vous donne un exemple. Vous prenez des hirondelles qui vivent dans une ville. Les hirondelles construisent leur nid sur des murs. Les hirondelles partent en migration, passer l'hiver en Afrique. Pendant l'hiver, vous repeignez toutes les murs avec une peinture glissante. Vous faites bien attention qu'il n'y ait pas une seule aspérité sur votre mur. Quand elles reviennent, elles ne vont pas pouvoir construire un seul nid, parce que les nids ne peuvent pas s'accrocher à cette peinture. La population ne va donc pas pouvoir se reproduire et va s'éteindre. Après cette génération, il n'y en aura plus une seule. Bah oui, puisqu'elles ne peuvent pas se reproduire. Vous n'avez pourtant pas tué un seul individu. Donc, on peut faire diminuer une population sans tuer. À l'inverse, c'est le cas des prédateurs sauvages, par exemple. On peut tuer des individus tout le temps et n'avoir aucun impact sur la population. Pourquoi ? Prenons un exemple simple. Si un oiseau produit 6 œufs à chaque saison, durant 5 ans, il va donc produire 30 œufs, et il faut que seulement 2 de ces œufs produisent un adulte chacun pour que la population soit stable. Donc les 28 œufs ne produiront pas d'adultes. Soit ils n'écloront pas, soit les jeunes vont mourir entre l'éclosion et l'âge de la maturité sexuelle. Et quand les jeunes sont au nid, ou quand ils viennent de sortir du nid, eh bien, vous regardez lequel est le plus faible, le plus malade, est le moins efficace, et vous le tuez. Chaque fois, chaque année. Donc vous allez provoquer une mortalité significative, mais vous n'aurez absolument aucun impact sur la population, puisque cet individu, de toute façon, ne serait jamais arrivé à l'âge adulte. Donc vous voyez, on peut provoquer une mortalité sans diminuer la population, et on peut provoquer une diminution de population sans avoir de mortalité. Donc il ne faut pas confondre les deux. D'accord ? Les chasseurs provoquent une mortalité chez les animaux qu'ils considèrent comme leur gibier. Alors, est-ce que cette mortalité est un problème ? Eh bien, pas toujours. Et donc, c'est là que ça devient intéressant de faire un débat sur la chasse. Parce que quand on parle de mortalité pour une espèce qui est déjà menacée, qui est déjà en diminution, en France, on peut citer le grand tétras, on peut citer la tourterelle des bois, on peut citer les griffes de façon générale qui ne se portent pas si bien, on peut citer toutes sortes de canards qui sont encore chassables alors qu'ils ne se portent qu'à moitié bien, en tout cas, ils ne sont sûrement pas en surpopulation. C'est clair que la mortalité n'aide pas les populations. C'est une mortalité problématique. D'accord ? Par contre, quand les chasseurs chassent, j'ignore évidemment les cas des individus d'élevage introduits, ça c'est vraiment n'importe quoi, je ne vois même pas de quoi il y a discuté, ça devrait être strictement interdit, et pire que ça, c'est même parfois subsidié par le gouvernement. Mais bon, là c'est tellement ridicule, même les chasseurs, souvent avec qui je discute, disent on est bien d'accord que ça c'est une pratique, une mauvaise pratique. Ça, on laisse de côté. Chasser des espèces, donc des individus d'espèces qui se portent mal, ça ne devrait pas exister. C'est même incroyable que ça existe. Maintenant, les espèces qui se portent bien, il y en a. Il y a quand même des espèces qui se portent bien, y compris celles qui sont considérées en surpopulation nuisibles par certains. C'est discutable, hein, ce mot. Moi, je n'utilise pas le mot. Ce sont nos activités qui sont nuisibles et donc pas les espèces qui essayent de s'en débarrasser. Mais là, c'est une autre discussion. Donc, les espèces qui se portent bien peuvent parfaitement supporter en tant qu'espèce une mortalité d'une partie des individus liés à la chasse. Éventuellement, on met des quotas pour s'assurer que la chasse n'ait pas d'impact sur la population. Et donc la question, est-ce que c'est encore un problème ? Donc, j'ai vraiment envie que tout le monde comprenne bien, chasseurs comme non-chasseurs, de quoi on parle. Il y a des pratiques de la chasse qui sont inacceptables, bien souvent admises par les chasseurs, que chasser des animaux qui se portent mal ou élever pour introduire des animaux parfois exotiques ou pas, ça ne change pas grand-chose, pour les chasser quelques jours après, n'a absolument aucun sens. Donc, ça ne porte pas là-dessus. La chasse, même aux yeux des chasseurs, devrait être réformée. Pas de tous les chasseurs, mais d'une partie des chasseurs.
Mais la question est, on réforme la chasse, on supprime les pratiques qui sont 100% destructrices, et on ne chasse plus que des animaux qui se portent bien, qui sont comestibles, que l'on mange, et des animaux qui se portent trop bien à notre goût, parce que bon, de toute façon il y en a trop, donc voilà, on ne risque pas de créer de problèmes pour la population qui est trop élevée selon notre point de vue. Est-ce que cette chasse-là, est-ce qu'il faut la combattre ou pas? Et si oui, avec quels arguments? Je dirais sinon, avec quels arguments? Qu'on soit clair, quand on voit qu'on introduit des dizaines de millions d'animaux pour les chasser, la motivation principale, c'est le plaisir. Les chasseurs chassent pour le plaisir, comme les gens qui font une course de moto, de voiture, le font pour le plaisir. Hein. Donc, on n'a pas besoin de la chasse pour la régulation, je l'ai dit, ni pour quoi que ce soit. Les chasseurs chassent pour le plaisir. Donc, on pourrait dire, le débat, c'est oui, mais on ne peut pas tuer pour le plaisir. Bah oui, mais vous tuez bien en lapin pour le plaisir de le bouffer. Il a passé la vie dans sa cage. On n'en a pas besoin non plus pour survivre. Il y a plein d'autres nourritures. Donc, la question n'est pas là. On parlera du respect animal en autre moment. Ici, la question, c'est par rapport aux populations. Une chasse qui serait raisonnable dans le sens où elle ne chasse que des espèces qui se portent bien, est-elle un problème, oui ou non? Et vous allez avoir la réponse à cette question avec une explication que, je pense, vous n'avez, pour la majorité d'entre vous, jamais entendue. Quand un chasseur tire en coup de fusil, je passe ici des chasses à la glu et des machins qui ne sont pas sélectifs, puisqu'on a dit qu'on ne chassait pas dans une chasse raisonnable, on ne chasse pas des espèces menacées, en diminution, et des chasses avec des pièges, des glues, etc., qui attrapent n'importe quel animal sans discrimination, évidemment, n'est donc pas acceptable. Mais la simple chasse au fusil, la plus classique, qu'est-ce qu'elle a comme autre impact que la mortalité de l'espèce visée? Bon, pour les corbeaux, les goélands, etc., qui sont abondants, les goélands on ne les mange pas, mais enfin les sangliers, les chevreuils, etc., ils sont abondants, et si on n'en chasse pas trop, parce que bien sûr, si on en chasse, on les tue tous, ils vont finir par disparaître, mais si on en chasse de façon, disons, raisonnable, la population va le supporter, elle ne va pas diminuer pour autant. D'accord ? Donc, cette mortalité-là a un impact nul sur la population. Pas de problème. Mais qu'est-ce qu'il y a comme autre impact? Eh bien, il y a un impact qui est majeur, significatif, qui change tout et dont on ne parle jamais. Je vais d'ailleurs vous montrer quelques images à l'écran pour illustrer mes propos. En fait, cet impact a deux conséquences. Je parle du changement de la distance de fuite des animaux. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, un animal, il accepte qu'un humain se rapproche de lui jusqu'à une certaine distance. Cette distance s'appelle la distance de fuite. Au moment où vous êtes trop près, il s'en va. Bon. Je ne vous apprends rien, vous allez me dire. Sauf que cette distance de fuite, elle est variable. Elle est variable d'un individu à l'autre, légèrement, si on vit dans la même région, mais elle est extrêmement variable d'une région à l'autre, selon le comportement des humains. Et pour le comprendre en détail, vous pouvez toujours aller vous référer à ma vidéo sur l'intelligence chez les oiseaux, encore une fois, qui fonctionne chez tous les animaux. Hein. Puisque le comportement de fuite d'une distance courte ou longue dépend en fait de l'expérience de l'espèce. Je m'explique. Très rapidement. Dans une région, si chaque fois, ou la plupart des fois qu'un animal se rapproche d'un humain, il se fait descendre, il ne reste plus que ceux qui ne se rapprochent pas des humains. Ça ne veut pas dire que chaque individu se dit l'humain, je sais qu'il a un fusil. Non. Ça veut dire que les individus qui avaient l'habitude de se rapprocher des humains sont morts, ils ne se sont pas reproduits, donc ne reste plus que ceux qui ne se rapprochent pas des humains et qui transmettent cette peur des humains de génération en génération. A l'inverse, dans les pays où on ne chasse pas, il y en a peu, je sais, mais il y en a quelques-uns en Afrique, en Amérique tropicale, ou en tout cas dans des régions entières qui sont parfois aussi grandes que des pays où on ne chasse pas, comme des parcs nationaux africains qui font des dizaines de milliers de kilomètres carrés où la chasse est strictement interdite. Un animal qui se rapproche des humains, eh bien, non seulement il n'est pas contre-sélectionné parce que l'humain ne le tue pas, ça c'est un premier point, mais en plus il va pouvoir exploiter des ressources que d'autres animaux n'exploitent pas s'ils ne se rapprochent pas des humains. Dans les villages,
Dans les parcs nationaux, il n'y a souvent pas de village, ça dépend. En Ouganda, par exemple, il y a des villages, mais en Kenya et en Tanzanie, il n'y en a pas, par exemple. Ou dans les camps pour les touristes, il y a de la nourriture. Il y en a même peut-être plus que dans la savane ou dans la forêt, parce que les humains, ils laissent des déchets, etc. Donc, l'oiseau qui se rapproche des humains, ou l'animal, le mammifère, etc., qui se rapproche des humains, il a même un avantage sur les autres. Du coup, ce comportement de se rapprocher des humains est sélectionné. Il n'est plus contre-sélectionné comme dans les zones où ils se font tuer. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, dans ces régions, comme vous le voyez à l'écran, eh bien, les animaux se rapprochent très fort des humains, n'ont pas peur. Et qu'est-ce que ça fait, ça ? Ben, ça fait beaucoup de choses. Ça change absolument tout. Ah ben oui. D'une part, il y a en effet direct. Il y a 7 milliards et presque 8 milliards d'êtres humains sur cette planète. Les humains, ils sont toujours quelque part. Ils sont dans leur maison, ils sont dans la rue, ils sont sur la route, ils sont dans la campagne, etc. Si les animaux s'enfuient dès qu'ils sont, disons, à 100 mètres d'un humain, multiplié par 7 milliards, ça fait des millions et des millions, je n'ai pas fait le calcul, éventuellement je le ferai et puis je le mettrai à l'écran, je verrai si c'est intéressant. Ça fait des millions d'hectares, même de kilomètres carrés plutôt, où les animaux ne peuvent pas vivre, puisqu'il y a des humains. Or, les animaux, ils ont des exigences en termes d'habitat. Il leur faut des marais, il leur faut des forêts, il leur faut des roselières, il leur faut... Bon. Mais si on retire de ces habitats, de ces milieux naturels qui sont souvent en voie de disparition, qu'on retire en plus tous les endroits où il y a des gens, parce que les animaux ont peur des gens, il y aura encore beaucoup moins de surface où ils peuvent vivre, et donc les populations diminuent de façon significative. Donc en fait, la plus grosse diminution de population liée à la chasse ne concerne pas nécessairement les espèces qui sont chassées, mais concerne toutes les espèces qui se mettent à avoir peur des humains, à raison, parce qu'ils voient que les humains tuent des animaux, ils ont peur, c'est logique. Et donc, ça leur ferme la porte à des millions de kilomètres carrés, des surfaces immenses où ils ne peuvent pas vivre. Et donc forcément, ça diminue considérablement les populations. Donc ça, c'est vraiment, je ne sais pas si vous comprenez bien, parce que c'est vraiment crucial. Si les humains ont un comportement qui effarouche les animaux, on leur ferme la porte à tous les endroits où on vit. Et ça représente des surfaces immenses. Et donc, ce sont des surfaces perdues, les populations sont largement affectées. Et c'est pour ça que dans les pays où on ne chasse pas, les régions où on ne chasse pas, il y a des densités animales bien supérieures aux pays où on chasse, même quand on parle d'espèces qui ne sont pas considérées comme du gibier. Bon. Donc ça, c'est vraiment le point crucial, mais avec un corollaire intéressant. C'est lié. Quand les animaux ont peur des gens, les gens, ils ne voient pas les animaux. D'ailleurs, c'est un reproche que les chasseurs font souvent aux bobos anti-chasse, c'est de leur dire, vous voulez protéger le sanglier, vous n'avez jamais vu un sanglier. Ah ben c'est vrai. La plupart des urbains n'ont jamais vu de près convenablement un sanglier. Peut-être qu'ils en ont vu en traverser la route, vite fait, ou ils ont vu une vague forme courir dans un bois, ou ils ont vu un cadavre. Mais voir l'animal vivant, le rencontrer, le regarder dans les yeux, c'est quasiment pas possible en France. Parce que les sangliers, dès qu'ils voient un humain, ils prennent la poudre d'escampette. Et qu'est-ce que ça a comme impact ? Ça comme impact, c'est beaucoup plus difficile de motiver le public à protéger les animaux alors qu'ils ne les connaissent pas. La preuve, c'est que vous voyez que les associations qui protègent les oiseaux, les petits oiseaux qu'il y a dans le jardin, qui sont faciles à voir parce qu'on leur donne de la nourriture et que dans les villes, jusqu'à preuve du contraire, on ne chasse pas les petits oiseaux, qui eux donc n'ont pas de raison d'avoir peur des humains, qui sont bien plus farouches que dans d'autres pays, mais malgré tout, une mésange se rapproche plus facilement d'un humain qu'un sanglier, on est bien d'accord. Eh bien c'est facile d'avoir des actions pour protéger ces oiseaux, et dès qu'il y a une alerte parce qu'il y a un insecticide contre la pyrale qui a été utilisé et qui a décimé les mésanges bleues, il y a la moitié de la population qui s'offusque et qui demande qu'on fasse quelque chose. Si vous dites qu'il y a telle ou telle espèce de mammifère qu'ils n'ont jamais vu, ils n'ont aucune idée à quoi ça ressemble, qui disparaît, vous n'allez pas avoir le même engouement. Or, dans les pays où on ne chasse pas, où des régions, des vastes régions, on ne chasse pas, et où les gens voient tous les jours les animaux dans leur jardin, ils ont une relation avec les animaux en quelque sorte. Je ne parle pas de les toucher, je ne parle pas de les nourrir,
Pas nécessairement, il y a des cas où on les nourrit, mais ce n'est pas nécessaire. Eh bien, si on leur dit, vous ne les verrez plus, ces jolis animaux autour de vous, là, ils vont réagir. Là, ils vont réagir pour la conservation. Donc, le point principal, hormis la mise à mort elle-même, que je traiterai dans une autre vidéo, où je parlerai de véganisme, d'antispécisme, de toutes nos relations aux animaux et de ce mouvement de respect individuel des animaux qui est en cours actuellement, hormis cet aspect qui est important, le problème principal de la chasse, c'est que les animaux apprennent à avoir peur de nous, ce qui est une catastrophe pour leur population parce qu'ils perdent des territoires entiers, est une catastrophe parce que c'est très difficile de faire une action éducative qui va motiver les gens à faire de la conservation pour des animaux qu'ils ne voient jamais. Voilà, j'espère que ce double argument, cet en-argument, donc le fait que les animaux changent de comportement, mais qu'il y a deux conséquences majeures sur leur population et sur le côté éducatif. Donc j'espère que cet argument que vous ne connaissiez peut-être pas, ou auquel vous n'aviez jamais pensé, vous permettra désormais de convaincre beaucoup plus de gens que la chasse est une activité nocive, pas seulement parce qu'elle tue des individus, parce que la plupart de vos interlocuteurs y tuent aussi des individus pour d'autres raisons, mais parce que ça affecte directement les populations animales qui sont déjà mal en point, et en plus, ça prive les humains non chasseurs, habituels, d'une relation avec des animaux. Ils peuvent avoir le plaisir de les observer de près, de les admirer, et donc d'avoir envie de les protéger.